Avant lui, les Français allaient chez l'épicier. Depuis, ils font leurs courses dans un hypermarché. Édouard Leclerc est mort aujourd'hui près de Landerneau. RTL Soir. La disparition d'un nom qui est aussi une enseigne extrêmement populaire. Édouard Leclerc vient de mourir. C'est lui qui a fondé cet empire qui regroupe aujourd'hui 530 adhérents et qui emploie 96 000 personnes. Le 17 septembre 2012, Landerneau, petite ville paisible de Bretagne, enterre l'un des siens, Édouard Leclerc, le fondateur des magasins du même nom, l'inventeur de la grande distribution. Parti de Landerneau, Édouard Leclerc a conquis la France et changé la vie des Français. Alors, par centaines, des directeurs d'hypermarchés, des cadres des grandes enseignes sont venus saluer une dernière fois ce parrain qui a fait leur fortune. Édouard Leclerc, mélange de bon sens et de générosité, a jeté les bases d'un système exceptionnel, l'œuvre d'un humaniste. La mairie a vu grand. Elle attend 1500 personnes au moins. Pour tous ceux qui ne pourraient pas rentrer dans l'église, elle a même prévu des haut-parleurs. Mais, étrangement, les Landernéens boudent la cérémonie. Comment un homme de sa stature peut-il susciter aussi peu de compassion chez les siens? Si peu d'allégeance, même posthume, si peu de curiosité. L'épicier de Landerneau, comme on le surnomme ailleurs, serait-il sur ces terres une célébrité encombrante? Non, moi je veux pas, non. Non, je veux rien dire. J'habite à Landerneau quand même. Je veux pas m'attaquer à Édouard Leclerc. On m'a déconseillé, alors je suis désolé. Qui vous a déconseillé exactement? Ah, c'est la personne qui sert d'avocat, Michel Édouard. Vous êtes jeune, faut pas risquer votre situation pour une histoire Leclerc comme ça. Qui était donc cet homme, protégé en haut lieu, bâtisseur de son propre mythe, sur lequel plane un douloureux mystère? Qui était vraiment cet épicier de Landerneau qui a révolutionné nos modes de vie, mais aussi causé la perte de milliers de commerçants, déclenché des batailles rangées et qui, peu avant sa mort, fut désigné par certains comme un traître? Alors que sa vie s'est achevée, demeurent des soupçons sur son comportement sous l'occupation. Terrible suspicion pour un homme de sa génération. D'autant plus terrible que de nouveaux témoins vont parler dans ce film pour la première fois. Tout commence donc là où tout a fini. Édouard Leclerc naît à Landerneau en 1926. Dans cette Bretagne profonde, la vie est rude. On grandit dans la foi catholique, au rythme des saisons agricoles, et on passe l'essentiel de son temps dans la ferme familiale. On avait 6 vaches à traire avant de partir à l'école, le matin, et autant le soir. Parce qu'il fallait manger. Tout le monde travaillait. Mon père travaillait vraiment d'arrache-pied. Et il fallait nourrir tous ces petits-enfants. Hein. Et ils nous ont appris la persévérance de dire, allez, tu as commencé, tu continues, et toujours tu feras un petit peu plus. Et surtout, ne lâche jamais. Eugène Leclerc, le père, est une personnalité forte qui influencera durablement le jeune Édouard. Ancien officier, intellectuel devenu paysan, il est l'un des chefs des Croix de Feu, un parti nationaliste violemment anticommuniste. En 1936, il fait poser ses 12 enfants pour une campagne politique. C'est la première apparition publique d'Édouard, il a alors 10 ans. Entre un père d'extrême droite et une mère catholique fervente, il n'y a guère de place pour la fantaisie. 5 frères d'Édouard entrent dans les ordres. Il suit le mouvement, puis se rétracte. 2 ans après être entré au séminaire, il quitte la soutane et retourne à Landerneau.
Édouard Leclerc a 23 ans et un vrai goût pour le commerce. Alors, va pour le commerce. Aidé par sa famille, il s'installe comme épicier en gros. Il vendait uniquement à des commerçants. Il partait avec le petit camion et puis il allait livrer dans les différents villages. À l'époque, il y avait 4 épiciers en gros, je ne vais pas vous les citer, ils n'existent plus. Et un jour, ma femme et moi, nous étions place du marché à Landerneau, dans une boutique. Édouard Leclerc entre. La dame, qui le connaissait très bien, lui dit « Qu'est-ce que tu veux, Édouard ?»« Je voudrais vous vendre de l'épicerie, mon pauvre Édouard. Je suis obligé de grouper mes commandes, je ne vais pas prendre encore un 5e. Alors Édouard, je m'excuse, mais je pourrai. » Et il est reparti, sa camionnette. Au fil des mois, les affaires de l'ancien séminariste périclitent. Il y a d'abord la concurrence. À Landerneau, elle est rude. Et puis, dans cette France de l'après-guerre qui a connu le marché noir, le commerce est profondément sclérosé. Dans chaque ville, une poignée de grossistes contrôle la distribution, tandis que des petits commerçants se chargent de la vente au détail. Tous prennent de confortables marges et affichent des prix élevés. « 1951, au bord de la faillite, Leclerc joue son va-tout. Et là, il a eu son idée, il dit, comme les détaillants ne veulent pas m'acheter, ben moi je vais prendre leur place. En tant que grossiste, je vais vendre au détail. Et c'est ce qu'il a fait. Il a dû voir une voisine, on la voit sur le film avec sa coiffe, et puis des gens que je... Bon. Écoutez, vous achetez une boîte de... Écoutez, vous n'avez qu'à en acheter 4, et je vous ferai un prix. Ah bon? Chicour les roues, pareil, et tout pareil. Mais les gens, dans la semaine, t'as qu'à aller chez Leclerc, il fait des prix, oh dis donc, c'était cher la nourriture à l'époque, ERA. Et ça a démarré comme ça. Alors un jour, je rencontre un épicier en ville que je connaissais bien, et puis il discutait de ça avec d'autres épiciers. On parle de Leclerc, là, je dis, oh là là, c'est un drôle de gars, hein. Ah ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Alors il me raconte l'histoire. Mais pourquoi vous faites pas pareil? Il a qu'à faire comme lui. On n'a pas le droit. C'est interdit. Il était interdit en tant que grossiste de vendre au détail. Ah ben alors, mais pour ça, il est foutu. Oh, tu vas voir, dans 8 jours, ou dans un mois, on ne parlera plus de Leclerc. Le jeune homme évite habilement de se mettre hors la loi. Il établit des factures pour chaque client et transforme son petit entrepôt en magasin. Le lieu est sommaire, on n'y trouve que des gâteaux bretons et quelques produits de base, mais à 30% moins cher, on s'y bouscule. Étonnamment, ses premiers clients ne sont pas des gens modestes, qui considèrent que ces prix cassés sont juste bons pour les pauvres, mais des femmes de bourgeois. Jeanne Lefourne, 95 ans, habite au-dessus du premier magasin Leclerc. Plus haut, à gauche. Pas là. Vous tournez la deuxième où il y a l'école. Avec son mari, elle tenait à l'époque une des 40 épiceries de Landerneau. On a perdu nos clients qui venaient que ce qu'ils n'avaient pas trouvé chez Leclerc. Alors je dis forcément, si vous venez chez moi, c'est que vous n'avez pas trouvé chez lui. Je les ai envoyés au plot, quoi. Et les gens allaient parce que c'était pas cher. Et puis la nouveauté, c'était la nouveauté. Moi, j'ai acheté un cajot de fruits, mettons, et ils en ont acheté 50. Et les cultivateurs lui baissaient les prix. Et vous n'avez pas eu envie de dire, bon, on va faire la même chose, on va acheter... On pouvait pas. Attirés par ce succès, les journalistes débarquent à Landerneau. En 1959, la fameuse émission 5 colonnes à la une, présentée par une célébrité de l'époque, Pierre Desgroupes, s'invite dans la cité bretonne. Landerneau, 10 000 habitants, 40 épiciers, capitale de l'expérience Leclerc. Depuis 8 ans qu'Édouard Leclerc a ouvert ici son premier magasin, la vie a baissé. Soyez sûr que ces femmes qui parlent au coin de la rue n'ont que 2 sujets de conversation, la baisse et Leclerc. Et le petit hangar qui sert d'épicerie à Édouard Leclerc,
est en passe de devenir un des hauts lieux de l'actualité. Les détaillants que j'ai vus ici, les petits épiciers de votre ville, m'ont dit que même s'ils souhaitaient faire la même expérience que vous, ils n'en seraient pas capables. Il y a plusieurs façons de vouloir. Car si on attend que ça vous tombe du ciel sans effort, rien ne se fera. Pour qu'ils puissent le faire, il faut que d'abord qu'ils s'arrangent entre eux et qu'ils achètent ensemble. Édouard Leclerc, vous, personnellement, quelle est votre ambition? Ça n'est pas l'argent? C'est quoi? La puissance? Quittant le séminaire, on a toujours l'impression, pour ceux qui ont quitté le séminaire, de trahir son passé. Et on sent le besoin de se racheter, de vouloir faire quelque chose pour calmer certaines inquiétudes personnelles. Vous pensez par conséquent que si vous n'aviez jamais été séminariste, Édouard Leclerc, cette énorme aventure qui a lieu aujourd'hui, les chaînes Leclerc n'auraient peut-être pas eu lieu? Elle n'aurait jamais eu lieu. Les téléspectateurs découvrent l'étrange charisme de cet épicier à l'allure de curé. En réalité, une sorte de moine soldat, dont l'influence s'accroît. Leclerc a converti à son système une dizaine de commerçants bretons. C'est un bon début, mais ce n'est pas assez pour défier des intérêts puissants. Industriels et grossistes craignent en effet l'apparition de ce trublion qui fait baisser les prix et rogne dangereusement leurs marges. Alors ils le boycottent, lui envoient le fisc, et quand cela ne suffit pas, ils emploient la manière forte. On faisait tout dans notre coin pour l'empêcher d'être approvisionné, en faisant pression sur les fournisseurs, entre autres, et en faisant des menaces. Parce qu'on ne voulait pas que son expérience s'étende. On ne comprenait pas qu'il puisse se permettre cette fantaisie, et donc on ne comprenait pas qu'on puisse continuer à l'autoriser, quoi. On m'a dit ici, à plusieurs reprises, que vous étiez aidé. Je ne sais pas par qui. Pouvez-vous me le dire? Je n'ai été aidé par personne, sinon par ma femme. Pas aidé, jure-t-il, c'est inexact. Les équipes de 5 colonnes à la une n'ont pas fait le voyage de Landerneau par hasard. Cette pittoresque mise en scène du petit épicier dans son magasin a des raisons plus impérieuses que le seul devoir d'informer. Depuis l'année précédente, Leclerc bénéficie d'un puissant protecteur dans la capitale, le conseiller économique du général de Gaulle, revenu au pouvoir en 1958. J'ai lu dans la presse, dans le télégramme de Brest, qu'un épicier avait ouvert un hangar à Landerneau et qu'il vendait des produits de base à prix cassé. Alors j'ai téléphoné au préfet du Finistère en lui disant « Est-ce que vous connaissez, vous avez entendu parler d'Édouard Leclerc ?»« Ah oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous en pensez ?»« Oh, j'en pense du bien. C'est un homme, c'est un professionnel. » Ben, je lui dis « Envoyez-le-moi. » J'ai donc reçu Édouard Leclerc à l'Élysée, qui était quand même à la fois un peu flatté, un peu étonné, parce qu'un épicier de Landerneau qui se faisait convoquer à l'Élysée, c'était pas courant. Et j'ai trouvé un homme qui m'a marqué. J'ai trouvé une sorte de poète de la distribution, du commerce, et en même temps un homme très réaliste, qui avait les pieds sur terre. Mais il avait une très forte personnalité. Alors, je l'ai laissé partir, et puis j'ai fait un compte-rendu au général de Gaulle, et je lui ai dit « Mon général, excusez-moi de vous demander de recevoir un épicier, mais je crois que ce serait utile. Ça frapperait l'opinion, ça frapperait la profession. » L'Élysée est préoccupé par l'inflation galopante qui ravage l'économie française. Pour y remédier, Jean Méot a une idée en tête. Les prix chers, en particulier dans l'alimentation, pèsent sur le pouvoir d'achat et limitent la consommation. Les blocages du commerce sont un sujet prioritaire pour les Français, donc pour le pouvoir. Leclerc est l'homme providentiel. Édouard Leclerc a été convoqué chez de Gaulle et il a décrit son initiative en disant je trouve qu'on peut faire le commerce autrement, vendre à prix cassé, d'ailleurs je le fais et je gagne encore de l'argent. Leclerc est reparti, guiré, gonflé et satisfait. Ensuite on l'a fait savoir
Ça a fait un coup de tonnerre dans le landerneau du commerce. Et à partir de ce moment-là, le mouvement s'est enclenché. En 1960, De Gaulle fait édicter une circulaire qui interdit aux fournisseurs le refus de vente et instaure la libre concurrence dans le commerce. Leclerc a gagné et même ouvert la voie à la grande distribution. D'autres suivront bientôt son exemple, comme Carrefour ou Auchan. En ce début des années 60, la France compte 35 magasins Leclerc, lorsque tout un symbole, Paris, est conquis. L'endroit fait 50 mètres carrés, mais la foule est tellement dense que la police doit la contenir. On voit, monsieur, que vous achetez des chemises. Vous n'êtes pas marié? Si, je suis marié. Et c'est quand même vous qui achetez vos chemises? Toujours, oui, c'est toujours moi qui achète mes chemises. Vous ne faites pas confiance à votre femme pour ça? Jamais pour cela. Il y a aujourd'hui même à Brest un magasin de chaussures qui applique la même formule, vendant 25% moins cher qu'ailleurs. En même temps qu'à Marseille s'ouvre un centre distributeur de produits alimentaires ainsi qu'à Valenciennes. Son nom, son image de marque attire chaque jour de nouveaux adhérents, si bien qu'en 1965, près d'une centaine de nouveaux centres Leclerc ont ouvert. Des commerçants, des artisans le rejoignent, et même certains de ces grossistes qui lui étaient auparavant hostiles, comme Henri Bretéché. Pour ouvrir, il fallait que les gens aillent à Landerneau, 13 rue des Capucins, pour rencontrer Édouard Leclerc, qui donnait sa bénédiction au rue Mitterby, et puis il partait. Et souvent, donc, il leur demandait, mais où allez-vous? Dans quel coin de France? Allez voir un tel, allez voir Jean-Pierre Leroc, allez voir un tel, allez voir Bretéché. Enfin, ça se passait comme ça. Pour apposer sur leur devanture le désormais célèbre panonceau Leclerc, les nouveaux venus doivent obtenir l'onction du fondateur et s'engager à vendre au prix de gros. C'est leur seule obligation. Car Leclerc est un chef de clan, un porte-parole, pas un grand patron richissime. Ses adhérents sont propriétaires de leur magasin. Ils ne lui payent aucune franchise. En référence à la Bible, Leclerc précise même que le terme de distribution renvoie à la distribution des pains. Il joue de cette singularité en toute occasion pour édifier son propre mythe et se faire de la publicité. Et vous ne tirez aucun bénéfice matériel de cette espèce de chaîne Leclerc? Absolument pas. Vous ne vivez que de votre magasin de Landerneau? Uniquement de mon magasin de Landerneau. On dit que vous êtes une sorte d'abbé Pierre de l'épicerie. Non, certainement pas, parce qu'il ne faut pas confondre l'œuvre de l'abbé Pierre avec une action sociale. L'abbé Pierre dépense 2 millions, il les donne, c'est fini. Si moi, avec ces 2 millions, je peux faire baisser dans une ville comme Grenoble la vie de 20%, alors qu'il se vend 400 millions d'épiceries par mois, chaque mois, j'aurais distribué 80 millions. Je crois qu'il ne faut plus parler de commerçants. Il faut parler de distribution. Je l'ai invité chez moi. Il a monté les 5 étages sans ascenseur. Et j'avais invité également Denis Beauchard, un journaliste des Échos. Et on a eu une conversation très, très sympathique. Alors évidemment, l'homme était un peu curé, quoi. Un peu curé, un peu instituteur. Mais instituteur genre hussard de la République, hein, comme sous la Troisième République. Mais très, très sûr de lui et assez convaincant. Il était chargé d'une mission, qui était la modernisation de la France. Ça, c'est hors de doute. Il en parlait avec un grand calme. C'est un idéologue plus qu'un commerçant? Je pense que c'était un idéologue, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Il voyait qu'il avait une mission à remplir. Un commerçant qui dédaigne la richesse. Un curé dont le missel est l'indice des prix. Le personnage et ses motivations intriguent. Dans une France encore traditionnelle, que les brusques changements intervenus dans le commerce pourraient heurter, sa posture est diablement efficace. Leclerc est mystique, sans doute, mais il est aussi fort habile. Pendant qu'à Paris, il prêche sur les plateaux télévisés, à Landerneau, Leclerc bouleverse la grande distribution. En 1964, il ferme son hangar et ouvre ce supermarché dans un ancien couvent de la ville. Ses 1000 mètres carrés, son libre-service, ses caddies,
change la vie des consommateurs, un nouveau mot pour désigner les clients. Il est évident que choisir avec une petite voiture va plus rapide et plus rationnel. C'est gracieux, c'est fleuri, c'est bien, n'est-ce pas? C'est moderne. Ça vous gêne pas d'acheter ces cellophanes? Oh non, au contraire, on conserve plus longtemps. Ouais. Vous comprenez? Vous êtes un convaincu alors que c'est... Ah oui, c'est certainement, oui. Mais alors ça risque d'être la mort du petit commerce? Oh ben le petit commerce, hein. Moi j'étais à la mine dans le temps. Quand on a arrêté la mine, les commerçants n'ont rien fait pour le mineur, pour l'ouvrier. Et ben eux, qui se débrouillent aussi, hein. Chacun son tour. Ça, c'est le progrès. Hein. Si ce n'est le progrès, la France vit en tout cas une formidable mutation. À la suite de Landerneau, l'Hexagone se couvre de super et bientôt d'hypermarchés. Les couleurs doivent contribuer à exciter le désir d'acheter. Des lampes fluorescentes spéciales accentuent la couleur rouge de la charcuterie. En 1970, il existe 300 grandes surfaces Leclerc comme celle-ci, des rouleaux compresseurs qui terrassent la concurrence. Dans chaque région, les propriétaires de magasins Leclerc se groupent en de puissantes centrales d'achat pour négocier des prix bas. Édouard Leclerc lui-même ne possède rien d'autre que son supermarché, mais il règne sans partage sur le mouvement Leclerc qui fédère les adhérents. L'épicier de Landerneau symbolise désormais une France nouvelle, celle des 30 Glorieuses et de la consommation de masse. Cette France a ses gagnants, ceux qui l'ont rejoint, lui ou d'autres enseignes. Elle a aussi ses perdants. Des centaines de milliers de commerçants, souvent installés dans les villes rurales en voie de désertification. Toute une classe sociale, un monde qui se sent menacé. Il est pratiqué des prix qui sont incompréhensibles. Ces gens-là vendent de la marchandise moins chère que nous la payons nous. La lutte est impossible, la lutte est impossible. Alors nous revenons au temps des seigneurs et des serfs, tout simplement. C'est l'esclavage, il faut planer ou ramper. Et tous les petits commerçants qui sont autour, c'est la même chose. Et alors, toutes les branches sont touchées, monsieur, toutes. Pour une émission de télévision, ces représentants des commerçants de la ville de Flers, dans l'Orne, témoignent du désarroi de leur profession. Face aux caméras, leurs silences sont éloquents. Est-ce que c'est vrai que vos marges sont excessives? Si vous voulez bien vous permettre la question, qu'est-ce que vous entendez par marge? Et qu'est-ce que vous entendez par excessif? Eh bien, je relis la phrase. La raison de notre succès, c'est le bas prix, 15% de marge brute en moyenne contre le double et davantage pour les commerçants traditionnels. Vous êtes un consommateur, vous voyez un produit qui est vendu dans une grande surface moins cher que chez vous. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous faites? En tant que commerçant, je n'achète pas dans les grandes surfaces, d'abord. D'autre part, dans les grandes surfaces, il faut bien lire toutes les étiquettes. Je vais vous dire, Leclerc a commencé à l'alimentaire. Alors les bouchers ont dit, oh non, 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 il ne fera pas la boucherie. Tiens, il a fait la boucherie. Les marchands de chaussures ont dit, oh non, il ne fera pas les chaussures. Il fait les chaussures, il fait l'événement, il a tout fait. Et bien, c'était bien fait, voilà. C'était bien fait, il n'y avait que nous, l'alimentaire, il n'y avait pas de raison. Moi, j'ai quitté le commerce en 68. Mais j'avais mangé mon stock, j'avais plus rien, quoi. Il a tué tous les petits commerces, et puis c'est tout. C'est tout. Alors avec nous, Édouard Leclerc. Leclerc n'est pas le seul responsable, mais c'est lui qui cristallise les ressentiments. Lui, le croisé de la distribution, se montre quand ses pairs se font discrets. On devrait obliger tous les commerçants de France à mettre sur leur prix le prix d'achat qu'ils paient et le prix de vente aux consommateurs. Alors le consommateur verrait, là, quelles sont vraiment les marges bénéficiaires. Non mais où sont vos adversaires? Je n'ai pas d'adversaire. Absolument pas. Ce sont eux qui me considèrent comme un adversaire. Depuis 27 ans, ils ne tiennent pas du tout à l'apparition de la distribution moderne. Alors avec nous, Gérard Nicou, leader du Sidunati, les prix. Vous savez, pour les prix, il y a beaucoup à dire. Les grandes surfaces, à l'heure actuelle, ont pris à la gorge beaucoup de petits commerçants. Les commerçants ont trouvé leur trébin. À la tête du Sidunati, Confédération de défense des travailleurs indépendants, Gérard Nicou porte la colère du petit commerce
contre les grandes surfaces. Et la boîte de raviolis à 4,30 plutôt qu'à 5,75, ça vous Je vous intéresse? dirais que le ravioli en boîte, pour moi, je ne pense même pas en discuter. On ne discute pas d'une marchandise, là, on discute d'autre chose. Le ravioli, c'est pas en boîte, pas plus que la paella, pas plus que le couscous. Édouard Leclerc est un espèce de prêcheur. Il a cette espèce de charisme qu'il ne faut pas lui enlever, et dans lequel ça va passer, ça va passer. Les gens vont croire qu'en définitive, cet homme, ce n'est pas un capitaliste tel qu'on le voit, c'est tout simplement quelqu'un qui veut le bonheur du consommateur. L'ensemble des commerçants, il les traite de riches mendiants, il les injurie. En définitive, il montre du doigt. Il montre du doigt la vindicte publique. Donc il y a une réaction qui va se faire. À chaque nouvelle ouverture d'hypermarché, le Sidunati descend dans la rue. C'est le cas ici, dans la ville de Flers, en Normandie, en 1972. Vous allez quand même pas protéger un magasin qui est ouvert illégalement. Monsieur le commissaire qui est là. Monsieur le commissaire, le travail. Alors, le travail. Vive la justice. Il n'y a plus de justice, alors il y a de la justice que pour les capitalistes. Arrêtez de préfecture ordonnant les... C'est le régime nazi, ça. C'est tout. C'est le régime nazi, monsieur. On a connu ça en 39-40. On était des gamins, on a été dans le... S'il vous plaît. J'ai monté cette affaire avec 10 millions d'anciens francs. C'est tout simplement moi qui ai pris des risques. Je suis prêt à vous donner la méthode. Comment on monte un centre Leclerc avec 10 millions d'anciens francs? Mais monsieur, je vous arrête. La question n'est pas de savoir comment on monte un centre Leclerc. On le sait, il se monte dans l'illégalité. Faites pas faire d'économie aux consommateurs. C'est monsieur Leclerc personnellement qui se fait une grosse fortune. Et là, on s'aperçoit que les gens sont déchaînés. Déchaînés et qu'ils ont envie de se révolter. Mais de se révolter. Pas simplement de manifester. Chacun essayait d'avoir ses idées. Vous savez, c'était des choses... quitte à prendre des souris blanches et de les lâcher dans une grande surface. Voilà. Il y avait des choses aussi qui faisaient à la fois rire, mais qui à la fois, pas tout le monde, mais qui étaient non violentes. Puis il y avait des fois de la violence plus, certains qui étaient en construction et qui explosaient dans la nuit, quoi. Alors qu'ils étaient en construction, il fallait recommencer une partie des travaux. Face à cette guerre civile économique, les politiques vont être obligés de réagir. En 1973, Pompidou, qui succède à De Gaulle, fait voter la loi Royer. Cette loi limite la construction de grandes surfaces et donne un droit de regard aux commerçants locaux avant toute nouvelle ouverture. Arriver à la battre. Pour Leclerc, c'est une menace. Le commerce, c'est 3% de la population française qui domine le pays avec une masse d'argent considérable et qui peut créer. Ils peuvent créer à tout moment des hommes politiques et s'en servir. Leclerc ne se contente pas de discours. À Rochefort, l'année suivante, le tribunal condamne le patron d'un supermarché pour une extension illégale. Leclerc mobilise. Par quarts entiers, ses adhérents, mêlés à d'anciens militaires, débarquent dans la ville. C'est l'annonce de ce verdict qui a provoqué de véritables scènes d'émeute dans les rues de Rochefort. Exigeant la libération immédiate du directeur du centre, Édouard Leclerc et ses supporters ont pris d'assaut le palais de justice et saccagé le bureau du juge d'instruction. Puis, c'est la mairie qui a été investie. Une violente échauffourée a alors opposé les amis de Nicou à ceux de Leclerc. Édouard Leclerc fait un discours au balcon et dit à ses nervis d'aller attaquer une petite discothèque d'été que je tenais à l'époque à Fouras, qui n'était pas très loin de Rochefort. Il annonce ça. Bien sûr, je suis immédiatement prévenu. Immédiatement, nous rapatrions nos militants et on décide d'aller bloquer les gens qui s'apprêtaient à venir. Il va y avoir un combat juste, disons, sur le parking d'Édouard Leclerc. Mais lui, il est parti depuis longtemps, hein, il n'a pas assisté. Moi, j'étais devant. Ah oui, j'étais devant, j'ai pris une pierre dans la figure, et j'ai eu à peu près une douzaine de blessés. Oui, vous savez, il y a un moment donné, on a un peu marre de voir des choses qui sont quand même pas normales, quoi. Donc, il se dit, je vais prendre le commandement de cette opération. Il l'a pris. À votre tour, donc, vous avez utilisé la violence. Est-ce qu'il y a d'autres opérations qui sont prévues, d'autres commandos en place? Nous ferons des actions ponctuelles, réfléchies. Nous avons créé en France 200 équipes, qu'on appellera comme on voudra, le mot commando est un peu fort, avec des consommateurs et qui feront des actions ponctuelles. Nous verrons en France si la violence est toujours réservée
aux autres, et que si vraiment on ne voit pas les problèmes comme on doit les voir, eh bien les centres Leclerc n'hésiteront pas à aller au-delà de la raison. Il utilisait tous les moyens pour faire évoluer les choses. Tous les moyens. Et il y arrivait. Nous le craignions de temps en temps, d'ailleurs, de ce côté-là, parce qu'il avait des excès, mais c'était ainsi. Ainsi, sous l'ancien séminariste, affleure maintenant un tout autre personnage, batailleur, et servant sa cause sans état d'âme. Un fin manœuvrier aussi qui, par la force et le lobbying, obtient l'assouplissement de la loi Royer. Il a su faire valoir aux politiques que les consommateurs, qui plébiscitent les grandes surfaces, sont aussi des électeurs. Les petits commerçants perdent la partie. Rien ne semble pouvoir arrêter le champion des prix bas. « 1975. Le face-à-face entre Édouard Leclerc et les commerçants défendus par le Sidunati change soudain de terrain. La guerre civile du commerce déborde vers une autre guerre civile, encore fraîche, mal réglée, à peine oubliée, qui tenaille et divise les familles, les villes et les mémoires. Une nuit de mars, des tracts, comme celui-ci, fleurissent à travers toute la France. Leclerc est un prêcheur, hein? Il prêche moraliste. Un moraliste chrétien en plus, très proche, donne des leçons à tout le monde. Et là, je reçois un rapport de Bretagne, de la Fédération de Bretagne, du Finistère, qui dirigeait à peu près toute l'équipe bretonne, et qui m'envoie dans ce rapport une photocopie d'un journal de l'époque, de la Libération de 1944 je crois, dans lequel il y a une liste de personnes arrêtées pour faire une collaboration, et dans lequel on découvre Édouard Leclerc. Et bien entendu, je regarde ça et je dis, je réunis le comité, la direction du Sidunati se réunit, est-ce qu'on sort, est-ce qu'on ne sort pas? Une instruction est partie, nous avons des imprimeries, nous sortons une affiche, et nous posons le problème de la collaboration d'Édouard Leclerc et dans toute la France. Voilà. Le tract du Sidunati renvoie Édouard Leclerc à un passé qu'il pensait sans doute révolu. À sa jeunesse, à Landerneau, sa ville qu'il porte comme l'étendard de son aventure commerciale. Printemps 44, la France est sous occupation allemande. Leclerc a 17 ans, il vit chez ses parents. Le débarquement allié est imminent et la région, autour de la rade de Brest, un enjeu stratégique. À cette époque, l'activisme de la résistance inquiète les Allemands. Un commando d'une vingtaine d'hommes, chargé de la traque des résistants, s'est installé dans le sinistre manoir de Colleville, en plein cœur de Landerneau. Dans ce repère, l'officier le plus redouté s'appelle Herbert Schad. Ce printemps-là, le commando Schad multiplie arrestations, tortures, meurtres. Pierre Duhaut, le camarade d'école d'Édouard Leclerc, 17 ans à l'époque, appartient à une famille de résistants. Le 21 mai 1944, il est raflé par les hommes de Schad. Interrogé, il s'en sort. 3 mois plus tard, Landerneau est libéré. Un jour, j'ai rencontré un copain en ville. Il dit non, tu sais que Leclerc a été arrêté? Ah bon? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, on dit qu'il a un peu collaboré avec les Allemands. Ah bon? Il est où? Ben, il était à la villa Colleville. Bon, à l'époque, on n'avait pas de voiture. Je prends mon vélo, j'arrive. Je trouve Édouard Leclerc à la porte de chez Colleville. À la porte, en costume, il était à la porte. J'arrive, je dis, tiens, c'est toi qui es là, Édouard? Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est une erreur, je vais te relâcher. Je n'ai rien fait, moi.
Et un jour, on apprend que Chad avait été arrêté et qu'il allait cracher le morceau et qu'on était en train de l'interroger. Ah bon, c'est intéressant, hein. J'ai eu finalement le rapport de la préfecture. Je l'ai lu assez rapidement et c'est là que j'ai vu que Leclerc nous avait dénoncé. Quand j'étais dans la Résistance, quand j'ai fait tous ces maquis-là et tout ça, j'entendais parler de Landerneau et de Leclerc, parce que j'avais des gars qui étaient de Landerneau, que je connaissais aussi, qui étaient dans la Résistance. Et je savais que Leclerc était renommé quand même comme ayant une amitié avec Chad, qui était le patron de la Gestapo. Cette relation avec Chad, Leclerc s'en explique au cours de 4 interrogatoires en septembre et octobre 1944. Ce sont ces procès-verbaux qui tomberont entre les mains du Sidunati, à l'origine des tracts placardés. Mes relations avec Chad remontent à 5 mois environ. J'ai eu l'occasion de me rendre assez fréquemment à la commandanture pour y déposer des colis destinés à mes frères. J'ai offert moi-même à Chad de lui donner des renseignements. J'ai dit à Chad que j'étais farouchement anticommuniste et que j'étais prêt à lutter contre le communisme. Entre autres, je lui ai donné la liste des chefs directeurs de l'Office central. Je reconnais que Lelanne a été arrêté suite à mes informations à Chad. Il fut relâché un jour après. J'ai signalé un Espagnol qui était supposé communiste. Et ainsi de suite. Sur ses motivations, le jeune Leclerc reste vague. Au cours de ses interrogatoires, tout juste invoque-t-il l'anticommunisme. Aurait-il subi l'influence d'un père engagé à l'extrême droite? Ou bien celle de Chad, tortionnaire nazi, mais titulaire d'un doctorat à la Sorbonne, doté d'une personnalité charismatique? Édouard Leclerc n'en dit rien. Il est incarcéré 6 mois à Quimper pour intelligence avec l'ennemi. Il risque la peine de mort. En janvier 1945, décision providentielle. Il est soudain libéré grâce à un classement sans suite. Un document qu'il brandit en 1975 comme preuve de son innocence. Ce document lui permet de faire condamner le Sidunati pour diffamation. Le tribunal estime également que la Confédération est motivée par un différend commercial plus que par le souci de la vérité historique. J'ai rien fait, c'est pas grave, j'ai pratiquement rencontré les gens par hasard, je leur ai serré la main, mais tout ce qu'on dit est faux. D'ailleurs, j'avais 16 ans, j'étais jeune, j'avais 17 ans. C'est plein d'excuses comme ça, mais des excuses que pratiquement, bon, il n'y a rien. Qu'est-ce que vous me recherchez? Vous êtes absolument innommable de me dire que moi, j'ai pu faire ça. Écoutez, les histoires qui sont passées avec la guerre, c'est du passé. C'est quelque chose qu'il a eu 17 ans, bon, on fait des conneries quand on est jeune, c'est pas grave. Ce sont des gens qui se sont servis de faits vraiment, disons, je dirais peut-être de gamins ridicules, mais bon, c'est du passé tout ça. Leclerc s'en sort donc sans dommage, sa réputation presque intacte. Mais est-ce bien étonnant? Après tout, son histoire relève de la délation ordinaire, comme la guerre en a tant connu. En revanche, son parcours, lui, est bien moins ordinaire. Comment, après 2 ans d'exil au séminaire, a-t-il pu revenir à Landerneau, y vivre, y fonder un commerce qui bousculerait l'ordre établi, sans jamais être confronté à son passé? Je le rencontrais à un moment donné à l'entreprise, on avait une boîte postale, j'allais chercher mon courrier là, et je le rencontrais, il me disait bonjour Pierrot, bonjour Edouard, c'est tout. Ça s'est arrêté là. On n'en parlait pas tellement puisque, vous savez, pendant la guerre, il n'y a pas eu que des héros, hein, puisque les Allemands ont embauché faisaient travailler beaucoup de monde, hein, il n'y avait pas beaucoup de travail. Alors, il fallait bien qu'ils trouvent du monde, hein. Il y a des gens qui ont été volontaires pour faire le mur atlantique, hein, ça vous le savez. Hein, même à Landerneau aussi. Hein. Et c'est pour ça qu'on n'en parlait pas après-guerre Alors le De Gaulle avait dit attention, maintenant on efface tout ça et on recommence. Ouais. Est-ce qu'au moment où vous le recevez, donc vous demandez un rapport au préfet, et de la part du préfet, c'est étonnant de ne pas relever cette dimension du personnage? D'abord, c'était une époque où De Gaulle ne voulait pas faire réintroduire l'état d'esprit de 44-45, un état d'esprit d'épuration. Il passait l'éponge pour moderniser la France. Il regardait l'avenir et pas le passé.
Je sais que 2 ou 3 fois, je lui ai dit, écoutez, c'est embêtant, hein, il y a telle ou telle personne qui est de vos opposants, etc. Est-ce qu'il fait bien son travail? Je lui dis, il fait très bien son travail. Eh bien, laissez-le faire. Après les révélations du Sidunati, le silence perdure. Leclerc est un homme puissant, dont les centres font vivre des milliers de personnes, dont les publicités sont indispensables à la presse locale. L'ancien résistant, Jean Ourmand, maire d'un village à côté de Landerneau, en lutte contre la grande distribution, avait en revanche les moyens de troubler sa quiétude avec les procès-verbaux accablants de 1944. Je sais pas, les gens avaient peur de lui. J'ai montré sur la table de ma mairie à des gars qui venaient, quoi, des types passés avec qui, et au conseil général, je leur ai montré. Les types, oh, c'est dégueulasse quand même. Oh, ouais, c'est dégueulasse. Salaud. C'est tout. Ils vont pas plus loin. Après, dès qu'ils rentrent à la maison, on dit merde, on va pas foutre notre nez là-dedans. J'ai vu des gens qui me disent oh, ouais, mais ça fait rien. Oh, c'est passé ça. Et qu'est-ce qui se rapproche le plus d'Édouard Leclerc? Petit commerçant, grand commerçant, industriel, homme politique, prophète? Je crois que c'est l'économique avant tout. Et ce sont les événements qui font les hommes. Et pas forcément les hommes qui font les événements. Et les événements ont fait d'Édouard Leclerc une icône, un sage que l'on invite à 7 sur 7, l'émission phare de la première chaîne, pour donner son avis sur la marche du monde. Une icône qui, au long des années 80, multiplie les coups d'éclat sur le prix de l'essence ou encore le prix unique du livre. Il est même tellement populaire qu'il envisage un temps de se présenter à la présidentielle. Puis Édouard Leclerc prend sa retraite et passe le relais à son fils, Michel-Édouard. S'il vous plaît, un peu de silence. Mes chers amis, on est arrivé à notre but. Mais aujourd'hui, il nous appartient de déclencher la véritable guerre économique. Je donne donc des instructions pour que sur l'ensemble de la France, on déclenche une fusillade de prix de façon à ce que les consommateurs comprennent que nous sommes là pour les défendre dans la crise. Est-ce que vous pensez avoir réussi votre vie? Est-ce que vous auriez voulu faire autre chose dans un autre domaine? J'avais 2 solutions. Être pape ou ce que je suis. « 2009. Édouard Leclerc vit retiré depuis 20 ans dans son château à l'orée de Landerneau. Son fils, Michel-Édouard, bataille pour obtenir des règles plus favorables aux grandes surfaces. Il obtient le soutien de Nicolas Sarkozy, qui espère ainsi donner un coup de pouce au pouvoir d'achat. En décembre 2009, Nicolas Sarkozy remet à Édouard Leclerc la Légion d'honneur. Requête de Michel-Édouard, échange de bons procédés, on ne saura pas. Et j'ai eu occasion de rencontrer en ville le monsieur qui s'occupe de la Légion d'honneur dans le Finistère. C'est un ami. Alors il me dit, comment que tu vas? Ouais, ça va très bien. Mais dis donc, mais oh, qu'est-ce que... Tu es président de la Légion d'honneur, t'as pas honte? Honte de quoi? Il me dit. Mais t'as pas vu Leclerc, on le décore de la Légion d'honneur. Moi, la Légion d'honneur, on le donne à titre militaire. Pour des héros. Où ça? Mais pas un traître. Oh, il est devenu vert et m'a dit, oh, mais tu sais, c'est une histoire. Est-ce que c'est vrai? Il m'a dit, oh, j'écoute donc. Hein. Je peux tout te raconter si tu veux. Mais c'est honteux. Voilà ce que je lui ai dit. Sans cette décoration, nul ne se serait sans doute plus intéressé au passé secret d'Édouard Leclerc. Remise en petit comité, avec pour seules images celles d'un téléphone portable, cette Légion d'honneur choque un journaliste breton qui décide alors d'enquêter. Je vois que vous n'avez pas changé, dis donc, hein, Père Édouard, pas changé du tout. Hein. Je découvre un document qui donne une tournure radicalement différente au dossier, dans lequel on apprend que si Édouard Leclerc a pu sortir
de prison en 1945, ça n'est pas qu'il a été blanchi, mais c'est qu'il a bénéficié d'un certificat médical établissant son irresponsabilité mentale. Et ça, c'était vraiment un élément nouveau. Je me suis ensuite aperçu que ce document, le certificat médical auquel il était fait référence était manifestement un certificat de complaisance qui avait été demandé par les parents d'Édouard Leclerc, proche de la famille, pour le faire sortir de prison. Voilà pourquoi Édouard Leclerc n'a pas été jugé en 1945, grâce à ce certificat d'irresponsabilité obtenu par la famille Leclerc. C'est une autre famille, originaire de Landerneau, les Pingam, qui le possédait depuis la fin de la guerre. Offusquée de cette Légion d'honneur, la famille l'a transmise aux journalistes bretons et a décidé de sortir du silence. Les Pingam sont les nièces et les neveux d'un jeune résistant de 19 ans, François Pingam, dit Franchic. Arrêté par le commando Chad, Franchic a été torturé et fusillé en mai 1944, et depuis ce jour, plane un douloureux mystère. Enfin, en tant que petit enfant, on sentait un malaise. On ressentait qu'il valait mieux ne pas refouiller dans ces histoires anciennes. Quand le nom d'Édouard Leclerc a été évoqué, ou l'époque de la guerre, ça n'ouvrait pas la discussion. Et nous, enfants, on n'a pas envie de voir sa maman pleurer, donc on ne prolonge pas la discussion, on se dit... On entendait parler de l'affaire Leclerc. Mon beau-père était à peu près certain que c'était Édouard Leclerc qui avait dénoncé Franchic. Voilà. Bon, on m'a fait comprendre qu'on n'allait pas dans les magasins Leclerc et que Leclerc, c'était le dénonciateur de Franchic, quoi, voilà. Lourd soupçon. Alors, que s'est-il réellement passé? Après-guerre, il a été établi que tous ceux que Leclerc avait admis avoir dénoncés aux Allemands s'en étaient sortis. Or, François Pingam a été fusillé au lendemain de la grande rafle de la nuit du 21 mai 1944. Édouard Leclerc a reconnu à la Libération s'être trouvé au siège du commando Chad, au manoir de Colleville, la veille de cette rafle au cours de laquelle une quinzaine de personnes fut arrêtée, dont Pierre Duhaut. Et là, vers les 5 heures, le soir, il y avait une petite, je sais pas comment on appelle ça, dans les prisons, une petite porte là. Duhaut, oui, tout passé pour rue. C'est comme ça que j'ai commencé à... J'ai toujours rappelé ça. Pourquoi oui. Fusillé demain à 5 heures, qui me dit l'allemand. Bon, voilà. Alors les gens m'ont dit, alors quel était ton état d'esprit? Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours raconté. Ben, je me suis mis à prier. J'ai prié toute la nuit et j'étais prêt. Et je crois que je ne serai jamais prêt comme ça maintenant. Jamais plus. À la fin de la nuit, François Pingam est amené dans la cellule où se trouve Pierre Duhaut. Et là, on l'a appelé, il est sorti, il est revenu quelque temps après. Et alors il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez être libéré. J'ai dit, pourquoi? Ben, chez moi, on a trouvé des armes, j'ai reconnu, et que je faisais partie de la résistance, et que vous n'y étiez pour rien, que c'était chez moi que ça se passait. Bon. Leclerc a-t-il dénoncé le jeune Pingam et causé ainsi sa mort? L'accusation est grave. La réponse se trouve peut-être dans ce cube noir, les archives de Rennes. Là, en effet, est conservé le dossier d'instruction d'Édouard Leclerc, juridiquement inaccessible pendant 100 ans. L'historien Christian Hamon est le seul à avoir pu le consulter. Il a pu lire les déclarations d'un témoin clé, le Oberfeldwebel Herbert Schad. C'est le 15 décembre 1944, donc voilà, déposition de Schad, 38 ans, Quimper. Donc il explique, voilà, Leclerc est venu à la commandanture et il m'a déclaré qu'il était farouchement anticommuniste et partisan de la collaboration franco-allemande. Tout le reste,
recoupe à peu près ce qu'a déclaré, le jeune Leclerc. Et donc il parle effectivement de ces arrestations. Le lieutenant décida par la même occasion de procéder à l'arrestation des personnes indiquées sur la liste fournie par Leclerc, composée de Pengamper, Bolou, Houdet. Sur la liste transmise par Leclerc figure bien un Pingam, c'est vrai, mais il s'agit du père de François Pingam, arrêté lui aussi au cours de la rafle du 21 mai. C'est lui et seulement lui que Leclerc a dénoncé. Il faut reconnaître qu'il n'a pas dénoncé le jeune François Pingam. Bon, il n'empêche que ça n'absout en rien du tout son comportement. Je pense qu'il était, s'il n'y avait pas eu cette affaire, ce drame du jeune François Pingam, c'est une affaire de délation, comme il y en a eu des centaines et des milliers d'autres en Bretagne. Est-ce la fin de l'histoire? Ce n'est pas sûr. Jusqu'à ce jour, Pierre Duhaut n'avait jamais parlé. Il est le seul à avoir accepté de le faire après bien des hésitations. Ils étaient formés très rapidement. Pingam n'était pas chez lui. Les Allemands ont commencé à arrêter à 3-4 heures du matin. Ils débarquent chez lui, donc ils avaient son adresse, et ils arrêtent le père, qui avait à l'époque 70 ou 72 ans, et on y trouve des armes, je crois. Ils ont arrêté le père et ils l'ont foutu en tôle. François Pingam rentre chez lui et sa mère lui dit on l'a arrêté papa. Il est allé de suite à la commanderie, c'est pas mon père, c'est moi. Voilà. Vous avez su ça? Pas exactement comme ça. Ce que je ne savais pas, c'était il va directement lui, c'est pas mon père, c'est moi. Oui, c'est ce qu'il nous a dit. J'ai été voir les Allemands et leur dire que c'était pas mon père, qu'il était perclus de rhumatisme. Ici, il nous l'a dit. Bon, et tous ceux tous les copains l'ont entendu, on était une douzaine dans la cellule. Si Édouard Leclerc n'avait pas dénoncé le père, peut-être le fils résistant aurait-il échappé à son sort. Nous ne le saurons jamais. Mort en 2012, Leclerc a emporté avec lui ses secrets. Demeure ainsi le mystère de ses motivations. Son anticommunisme revendiqué explique-t-il son comportement? On peut en douter quand on sait que les Pingam n'avaient aucun lien avec le communisme. Alors, pourquoi? Moi, je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Je ne peux pas vous dire. Peut-être qu'il ne le sait pas lui-même. Vous savez qu'il a été jugé irresponsable. Ouais, il l'était. Curieux, mais pas irresponsable. Alors, curieux, c'est différent. Il a toujours été curieux. Mais curieux, c'est pas méchant ce que je dis. Hein. Curieux, il n'était pas comme nous. Chad profita de mes visites à la commandanture pour me demander des renseignements sur certaines personnes. Voilà les raisons des lettres écrites à Chad par la suite et signées par moi TDM. Donc je reconnais avoir envoyé de telles lettres à Chad. Alors TDM, c'est intéressant, que ça donne quand même un éclairage sur le personnage, qui a quand même 17 ans, hein, je vous le rappelle. TDM, il signait ses lettres TDM, ça voulait dire tête de mort. Donc il avait raconté à Chad qu'il était le chef de cette organisation qui était destinée à lutter contre le communisme. Et donc TDM, tête de mort. Chad découvrira vite qu'en fait d'organisation, il était tout seul, quoi. Et il expliquera après que l'idée lui était venue en ayant lu des romans policiers. Donc voilà, ça donne quand même un aperçu de la complexité du garçon. Cette anecdote, révélée par les archives, conduit à émettre une hypothèse. Pendant la guerre, les rêves insensés d'Édouard Leclerc, sa volonté déraisonnable d'exister, sa mégalomanie, l'ont peut-être conduit à se compromettre avec Chad. On en vient aujourd'hui à penser que ces mêmes rêves, cette même ambition sans limite et presque folle, pourraient être à l'origine de la fondation d'un empire commercial qui a changé la France. Si ce personnage aux multiples facettes que fut Édouard Leclerc a une vérité, c'est peut-être bien celle-là.
certains Français essaient de créer des bouleversements. Pour en savoir toujours plus et pour en discuter, retrouvez le forum et toutes les infos sur les docs sur France3.fr.